On est en direct. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce Facebook Live de Mieux Vivre Conflans. J'espère que vous pouvez bien nous recevoir, que vous pouvez bien nous entendre. En tout cas, on est connectés. C'est un premier exercice, un premier échange que nous faisons avec vous et que nous souhaitons reproduire tout le long de cette campagne des élections municipales jusqu'en mars 2022. Le premier tour sera le 15 mars 2022. Nous souhaitons avoir cet échange avec vous pour venir chez vous à cette heure du dimanche à 19 h où vous êtes principalement chez vous, pour que vous puissiez aussi librement poser vos questions. On aura les yeux sur ce que vous pourrez envoyer comme question avec notamment Marie-Françoise qui regardera. Je me présente, je m'appelle Alexandre Garcia, je suis conseiller municipal de Conflans-Sainte-Honorine depuis maintenant 2022 et je suis candidat aux élections municipales de Conflans, la tête de liste du collectif Mieux Vivre Conflans. Et je vais laisser mes camarades se présenter également. Alors, je suis Maria Escrivano, je suis conseillère municipale d'opposition à Conflans-Sainte-Honorine depuis 2023. Il y a eu aussi une autre conseillère municipale socialiste, qui c'est Pascal Desnoyers, qui a démissionné en 2022, mais qui porte fort les flambeaux de nos valeurs de solidarité en étant membre qualifié du CCAS des Conflans. Donc, on est là pour vous entendre, pour vous écouter et pour échanger avec vous. Je suis Marie-Françoise Guénéguez-Orangère. Je suis donc présente sur la liste de Mieux Vivre à Conflans. Et Guy d'Orangère, également donc militant du Parti Socialiste et également donc sur la liste donc, de Mieux Vivre Conflans, donc pour essayer que la vie à Conflans en effet soit encore mieux qu'elle peut être actuellement. Et tous les autres camarades sont connectés. Tout à fait. Et Mieux Vivre Conflans, donc c'est une démarche qui a commencé il y a maintenant presque un an, avec un appel au rassemblement des forces de gauche et des citoyennes de manière générale qui avait été envoyé par le Parti Socialiste et le Parti Communiste de Conflans. Ensuite, il y a eu 2 cafés citoyens qui ont été organisés, un en juin, un en octobre. Beaucoup de tractages. Ça a été un travail technique, mais avant tout citoyen et démocratique avec vous, de prendre ce que vous aviez comme priorité sur la ville. Il y a un tract de restitution qu'on a distribué en fin d'année dernière, et on a aussi eu des démarches de venir à vous. Par exemple, nous avons fait une session à l'intérieur d'une résidence senior, qui a été un échange aussi très productif. On a parlé du passé de la ville, mais aussi du futur. Ça, c'était excellent. Et encore hier, nous étions en porte-à-porte dans la résidence seine-et-oise pour prendre les préoccupations des habitants et essayer de les porter dans un programme qui vous serve. Nous, notre intérêt, notre volonté, c'est de servir vos besoins directs du quotidien, vos problèmes d'accès aux services publics, de santé, de mobilité, votre bien-être dans notre espace urbain. Est-ce qu'il y a assez de végétalisation ? Est-ce que vous avez les moyens aussi de bien vivre à Conflans en termes de revenus? Est-ce que vous pouvez avoir accès à des services publics qui ont un tarif qui est décent pour vous? C'est ce que nous essayons en tant que collectif de plusieurs forces de gauche, PS, PCF, mais également Génération et Place Publique et beaucoup de citoyens non encartés, de défendre en votre nom. Mais très engagés, non encartés, mais très Tout à engagés. fait. Tout à fait. Et ce soir, voilà, nous poursuivons cette démarche d'échange continu en venant virtuellement chez vous répondre à ces questions. Donc, intervenez directement Mais dans le chat. il faut rappeler que vous pouvez toujours répondre au questionnaire sur les besoins et sur les bonnes démarches et sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qu'il faudrait changer à Conflans-Sainte-Honorine. Vous avez les liens dans notre page Facebook, donc vous pouvez en tout moment répondre à ces questionnaires qui enrichira notre réflexion, en plus de nos rencontres. Nous Exactement. voulions faire un petit bilan de notre action au conseil municipal, Alexandre. Globalement, je vais te laisser faire un peu les récapitulatifs, il a plus de mémoire que moi. Il est bien plus jeune aussi. Mais globalement, je voulais dire que être conseiller municipal d'opposition est une tâche ingrate parce que ça veut dire avoir peu d'accès aux informations, malheureusement. Nous nous sommes battus depuis les débuts pour avoir accès à plus d'informations, pour pouvoir participer davantage
aux décisions de la mairie, mais en tout état, la mairie n'a jamais répondu favorablement. Donc, mais c'est une tâche qu'on a fait avec plaisir aussi, parce que ça supposait aller vers les citoyens, leur demander ses besoins, écouter et porter leur parole au conseil municipal. On n'a pas toujours été entendu par la majorité qui vote comme un seul bloc, mais nous avons essayé, nous avons mis toute notre énergie à ça. Alors, je ne sais pas si tu veux parler des éléments les plus marquants qu'on a apportés au conseil municipal. Tout à fait. Préciser aussi que, tu l'as précisé, je crois que tu es conseillère communautaire à Grand Paris Seine-et-Oise, qui est notre communauté urbaine, l'intercommunalité qui contient Conflans et une 70aine d'autres communes. Tu es aussi appelé à intervenir sur beaucoup de délibérations dans cette instance, et c'est un fort travail technique qui est demandé, hein, c'est-à-dire concrètement on reçoit à 5 jours des délibérations qui font souvent 1 millier de pages en comptant les annexes, et si on veut être une opposition ferme, constructive, mais en même temps exigeante et qui fasse avancer le schmilblick pour tout le monde, il faut qu'on aille dans cette technicité et en même temps il faut qu'on défende une vision politique. Donc ça c'est un vrai travail, et c'est un travail qui par exemple dans beaucoup de communes et notamment à Conflans n'est pas rémunéré, alors que c'est quelque chose qui ponctionne du temps sur les élus d'opposition. Moi je pense que si nous sommes élus, il faudrait que les élus d'opposition puissent avoir un certain défraiement pour leur occupation en tant que conseillers municipaux d'opposition. C'est ce qui fait par exemple dans d'autres communes des Yvelines comme Maison Lafitte. Nous participons à des commissions. Moi, je participe à la commission au niveau des GPSO. Je te laisse expliquer celle de la municipalité. Je participe à la commission de la vie quotidienne, qui a l'air d'une commission anodine, et pourtant elle gère les choses courantes, ce qui arrive chez nous, les composts, les poubelles, l'eau, les égouts. Tout ce qui est le recyclage, donc une commission qui parle de ce qui touche aux citoyens. Et bon, c'est une commission qui s'est réunie une semaine avant les conseils communautaires et dans lesquels j'essaye toujours de porter la voix de la mise en régie des services publics, de la non-délégation des services publics aux entreprises privées qui font des bénéfices, bien entendu, et aussi porter ce que les citoyens me disent quand je circule sur Conflans, quand je suis sur Conflans. Tout à fait. Et nous sommes également membres de la commission d'appel d'offres de Conflans, là où sont examinés les marchés au-delà d'un certain montant. On n'en parlera pas dans le détail, mais à chaque fois dans nos interventions, nous souhaitons que notre ville sélectionne les prestataires avec les meilleures pratiques sociales, environnementales. Par exemple, quand elle réalise des grands travaux, en ce moment, il y a le théâtre Simone Signoret qui est en travaux. Nous avons participé à la commission d'appel d'offres pour examiner les offres qui avaient été retenues pour vérifier qu'elles respectaient bien des critères sociaux et environnementaux décents. C'est assez important pour nous. Donc comment fonctionne le conseil municipal? Parce que si tous ceux qui nous regardent ne savent peut-être pas exactement comment ça fonctionne exactement, nous avons 39 sièges dans le conseil municipal de Conflans. Il faut savoir que les élections municipales font élire une liste qui obtient naturellement la moitié des sièges du conseil municipal. Elle obtient ensuite, en fonction de son score, proportionnellement une partie du reliquat de l'autre moitié. Ce qui fait qu'en général, elle a 75% des voix. Voilà pourquoi c'est difficile. Voilà pourquoi c'est difficile d'être conseiller municipal d'opposition, parce que en votant en bloc une majorité municipale peut faire passer ce qu'elle souhaite, et en fait il faut trouver d'autres moyens de persuasion morale ou de responsabilisation politique. Mais quand il y a une opposition qui est complètement forte, on ne peut pas faire passer le vœu ou la question qu'on souhaite faire passer en tant que conseiller municipal d'opposition. En général, le conseil municipal regarde un certain nombre de grandes délibérations qui reviennent tous les ans. Par exemple, des délibérations comme le budget. Alors, en ce moment, on est en train d'examiner le budget, les ventes, les achats de domaine public, les tarifs de services publics, les délégations, comme tu disais Maria, aux services publics, les questions de régie, ce que ça coûte,
ces conventions qui sont pluriannuelles, qui sont parfois à cheval sur des mandats sur lesquels nous souhaitons parfois remettre en question la manière dont c'est géré ou même la raison pour laquelle c'est délégué. Les grilles de rémunération. J'ai presque envie de raconter comme petite anecdote qu'on a dû voter les prix d'un petit foulard vendu à Conflans à 2,50 €, mais que par contre on n'a pas voté pour la pergola devant la mairie. Ça fait partie des choses drôles. On a voté pour 2,50 €, mais on n'a pas voté pour la pergola devant la mairie. 2,50 € qui rentrent dans les caisses, tandis que 289 000 qui sortent des caisses. Ça, on ne l'a pas voté. Passé muscade. Bref. Donc nous avons porté un certain nombre de vœux et de questions. J'ai fait le recensement un peu dernièrement sur ces 4 ans et 6 ans, si on compte aussi la période où il y avait notre colistière Pascal Desnoyers. Nous avons récemment porté des vœux pour des conditions de vie concrètes plus acceptables, plus dignes pour tous les Conflanaises et les Conflanais. Dernièrement, il y avait un vœu sur les familles monoparentales que j'ai soumis et qui a été adopté par le conseil municipal. L'objectif était de répondre à un collectif de maires solo qui montrait que les collectivités locales pouvaient avoir des politiques qui étaient plus orientées vers les besoins des familles monoparentales qui, comme on sait, c'est souvent très compliqué comme vie quand on est avec par exemple plusieurs enfants et qu'on a une activité professionnelle, qu'il faut garder les enfants ou en tout cas organiser la garde des enfants. Quand on doit faire face à une maladie des enfants, alors là ça désorganise absolument tout. Enfin, on s'en rend compte déjà quand on est dans une famille à 2 parents que c'est quelque chose qui désorganise beaucoup. Alors famille monoparentale c'est encore plus critique. Et on avait vraiment à cœur de porter ce point parce que si nous ne le faisons pas, les familles monoparentales elles-mêmes ne pourront pas le faire parce que justement ce sont souvent des personnes qui sont dans des situations où elles ne peuvent pas s'engager dans la vie publique. Et ça, c'est une vraie question. Et donc, sur la tête sous l'eau. Ils ne peuvent pas... Il y a un problème, et ça on l'assume, enfin on le reconnaît complètement, ça ne veut pas dire qu'on l'assume, on aimerait le changer, mais de représentativité aussi du conseil municipal, parce qu'il peut y avoir plus de catégories qui pourraient être représentées. On pourrait avoir ces catégories de familles monoparentales. Je pense qu'il y a toute une partie de notre ville. Il y a peu de gens qui regardent le conseil municipal normal parce que c'est pas quelque chose de super intéressant, c'est quelque chose qui se passe le lundi soir à 20h. C'est long. C'est extrêmement long et surtout on n'a pas toute l'info en tant que citoyen par rapport au conseil municipal. On arrive, on s'installe dans le public, on a une feuille où il y a l'ordre du jour, alors qu'en fait, nous, conseillers municipaux, nous avons regardé des milliers de pages. D'ailleurs, Alexandre, si tu permets, il y a quelque chose que nous ne ferons pas si nous réussissons à gagner ces élections, c'est faire les minimums syndicaux, que c'est ce que fait la majorité actuelle. Il fait 4 conseils municipaux par an et les conseils municipaux durent 4 heures. On a un nombre de décisions incroyables à prendre. Quand on pourrait faire un conseil municipal tous les mois, avec une durée abordable, avec les temps pour les conseillers municipaux d'opposition auxquels nous donnerons la parole et nous donnerons les temps de travailler pour préparer bien les dossiers. Donc c'est aussi une façon de fonctionner. Nous, on ne veut pas faire les minimums que la loi prévoit. On veut donner les plus d'accès possible aux Conflanais aux décisions municipales. Ça permettrait d'ailleurs aussi de donner peut-être la parole d'une manière concise au public, aux gens qui sont présents, qui ne sont pas élus, mais qui peuvent aussi avoir une question à poser qui est dans l'actualité, à condition qu'elle soit courte, concise et correctement formulée. Élaborée. Absolument, mais ça on pourrait le faire si les conseils étaient plus fréquents. Ah oui, non, là c'est impossible. Dans les derniers conseils municipaux de septembre, nous avions porté aussi un vœu de soutien aux commerçants de la rue Maurice Berthaud, parce que je m'en souviens, j'avais utilisé l'expression « on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs », mais il faut accompagner les commerçants. On était conscient que quand on fait des travaux énormes comme ceux de la rue Maurice Berthaud, il y a des désagréments, mais il fallait accompagner ces commerçants parce que les tissus commerçants comme les tissus industriels, et on ne parle pas souvent du tissu industriel conflané, il faut pas perdre de vue que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça,
nous étions une ville industrielle, une ville avec des ouvriers qui pouvaient travailler et gagner sa vie. Donc les tissus commerçants et les tissus industriels, il fallait les protéger. On a porté la demande des commerçants pour les accompagner en créant une commission dans laquelle ils seraient représentés, et nous on serait aussi représentés, parce que jusqu'à maintenant, dans toutes ces instances décisionnelles, l'opposition n'est jamais présente, n'est jamais invitée. Et en réalité, voilà, et aussi les accompagner pour des indemnisations, parce que nous savons qu'il y a des commerçants qui vont mettre la clé sous la porte, malheureusement, ou qui sont au seuil de mettre la clé sous la porte. Tout à fait. Et en fait, ils ont attaqué la communauté urbaine GPSO, qui est la responsable des travaux, pour obtenir une indemnisation par rapport à ces très longs travaux qui en ont contraint certains à devoir faire des licenciements, à envisager de fermer. La commission urbaine, la communauté urbaine a fait la sourde oreille jusqu'ici. Et ce que nous avons fait en décembre 2025, c'est que nous avons appelé le conseil municipal et notamment la majorité à prendre clairement position pour soutenir cette demande d'indemnisation. Tu avais porté un vœu qui te tient à cœur pour les enfants de Gaza. Tout à fait. Nous avons fait un vœu en juin 2025, au moment où nous étions dans le très fort du conflit à Gaza, où il se passait des choses absolument terribles, pour qu'il y ait une aide humanitaire qui soit versée aux enfants de Gaza, plus précisément à l'UNICEF, pour qu'ils viennent en aide aux populations locales touchées. Et ça a été voté à bulletin secret, parce que la majorité n'a pas su parfaitement assumer un soutien ou un non-soutien, enfin n'a pas souhaité exposer directement le vote nominatif de certains de ses membres. Mais l'important, c'est que de manière transpartisane, ça a été voté. Et donc cette aide humanitaire a pu être apportée, comme ça a été le cas dans d'autres communes également, comme à Marseille. Nous, ce que nous souhaitons toujours faire en tant que conseillers municipaux, c'est regarder ce qui se passe dans les autres villes, ce qu'elles font. La question des familles monoparentales, c'est quelque chose qui a essaimé énormément ces dernières années. Et maintenant, il y a beaucoup de villes, notamment à gauche, qui font le travail pour que les services publics soient plus abordables pour les familles monoparentales, pour qu'il y ait du droit au répit, qui soit apporté pour aider les familles monoparentales qui sont sous l'eau et qui ne peuvent pas gérer, pour leur rendre la vie plus facile. Nous regardons ce qui se passe et on se dit une question très simple, et c'est un peu l'approche que nous avons avec Neuvy-Conflans: pourquoi pas à Conflans, pourquoi pas dans notre ville, puisque d'autres villes qui n'ont pas forcément des moyens astronomiques non plus, mais qui assument de mettre ce prix-là, parce que c'est important pour le bien-être de leurs citoyens, le font. Ce qui se fait ailleurs peut se faire à Conflans aussi. Exactement. Et d'un point de vue un peu plus symbolique, mais ma foi, dans les contextes internationaux, je pense que ne pas oublier l'histoire, c'est aussi important. Nous avions fait un vœu au conseil municipal pour que la mairie des Conflans soit présente à la cérémonie pour la mémoire d'un cours, les premiers samedi ou dimanche samedi. Le premier samedi d'octobre, parce que des résistants et l'ancien maire des Conflans-Sainte-Honorine a été interné dans ces camps et il a péri dans les camps. Et nous pensons qu'il y a une obligation de maintenir vive la mémoire de ceux qui ont résisté au totalitarisme. Ça semblait quelque chose de lointain, c'était quelque chose qui est... jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a un an et quelques, il y a eu une certaine élection aux États-Unis. On pensait que rien ne devait être revendiqué parce que tout était acté. Et finalement, on s'est rendu compte que tout n'est pas acté. La mairie des Conflans a accepté ce vœu aussi. Oui, ce qui était bien. Ça arrivait un peu tard, mais c'était quand même bien qu'on puisse porter cela. Donc voilà, une opposition peut formuler des vœux qui... en cherchant à trouver le consensus, en appelant à des valeurs qui sont communes, parce qu'on souhaite être une opposition constructive et qu'on avance tous ensemble. Si on peut mieux vivre dans Conflans, même si on n'est pas au pouvoir, ça nous va très très bien aussi, parce que ça permet d'avancer. Bien entendu, c'est mieux d'être au pouvoir,
Parce qu'on pourra apporter toutes les mesures qui feront C'est- mieux c'est- vivre bien Conflans. sûr, c'est vrai. C'était avec spontanéité que je disais ça, Non, mais parce que c'est très bien. c'était très bien de pouvoir le dire. Mais en effet, on a aussi porté un certain nombre de vœux, parce qu'on voit les limites de notre action, enfin les limites de ce que veut bien accepter la mairie, et le fait voilà, que la gauche et la droite, c'est pas pareil, et que la droite, quand elle est dans une municipalité, il y a des priorités qu'elle dépriorise, alors qu'elles sont importantes pour la gauche. On a porté un certain nombre de vœux qui ont été rejetés. Moi, je me souviens, en juillet 2023, j'avais porté un vœu pour qu'on signe au niveau de Conflans la charte pour l'égalité des femmes et hommes dans la vie locale. Donc ça, c'est une charte qui a été signée par plus de 200 communes en France, et notamment des communes aussi de taille moyenne, comme Conflans. Très concrètement, ça implique de faire en sorte que la commune ait une action qui soit totalement non discriminatoire envers les femmes. Et quand on réfléchit, qu'on tire la pelote de cette idée, ça veut dire dans les RH, dans la gestion, la rémunération égale des femmes et hommes, mais ça veut dire aussi dans le fait d'encourager les femmes, les jeunes femmes, les mères solo aussi, à s'engager en politique, à répondre aux consultations publiques, À prendre des responsabilités. voilà, à prendre des responsabilités, à s'inscrire sur les listes électorales. Ça implique aussi d'avoir un budget qu'on peut analyser en se disant voici telle ou telle dépense qui sont mises en œuvre. Est-ce que ces dépenses profitent de manière égale aux femmes et aux hommes? Et est-ce qu'en fait, c'est pas quelque chose d'inégalitaire qui doit être réinterrogé? Il y a beaucoup de communes qui ont réussi à déconstruire d'une certaine manière leur budget pour pouvoir assurer quelque chose de vraiment égalitaire entre femmes et hommes. Ce vœu a été rejeté par la municipalité. Sans argument valable, Sans argument d'ailleurs. valable, puisque 200 communes l'ont mise en place. Et bien entendu, c'est une charte que nous engageons à signer si nous sommes élus. Il y avait un vœu qui nous a fait Beaucoup rire rire. jeunes, hein, Jaune, ouais. parce qu'Alexandre avait proposé une mesure portée par Vélo qui roule et les associations pour les partages de l'espace public, et que les maires a osé dire ça n'existe pas. Explique-nous-le, Alexandre. Oui, on avait relayé en effet la revendication d'un vélo qui roule, l'association qui essaie de faire en sorte que ce soit plus sécuritaire de rouler à vélo sur Conflans et que de manière générale on puisse un peu décarboner nos mobilités. Et ils avaient remarqué la rue Pasteur qui est devant le parc du Prieuré, le bas du parc du Prieuré. Et vous la connaissez sûrement, c'est une rue qui est très étroite où il y a des places de parking, où techniquement on peut aller à vélo. Mais si on se fait doubler en voiture, en fait c'est impossible de se faire doubler sans se faire frôler, et c'est extrêmement dangereux. Ils avaient fait une vidéo qui était très pédagogique là-dessus, un vélo qui roule, et on voyait littéralement en direct la personne tanguer sur son vélo. C'était en vue subjective parce qu'il y avait une voiture qui passait à toute vitesse. On trouvait particulièrement aberrant, alors que cette rue elle est essentielle à vélo parce qu'elle permet d'éviter une énorme montée, qui est la montée de Carnot. Donc elle permet de rejoindre le reste de Conflans en ayant à peu près du plat. Donc c'est essentiel de développer le vélo dans cette rue. Et on avait proposé du coup qu'on fasse, ce qui existe depuis 10 ans, 15 ans dans pas mal de villes, une vélorue, c'est-à-dire une rue dans laquelle il est interdit aux voitures de doubler les vélos. Voilà. Il y a toujours les voitures qui roulent. Quand il y a un toujours les vélos qui vélo, roulent. les vélos sont prioritaires parce que Voilà. s'il y a un accident, la principale victime, c'est toujours les vélos. Et on s'est entendu répondre que ça n'existe pas cette signalisation, qu'est-ce que c'est, de quoi vous parlez, le code de la route ne parle pas de ça. Mais là, etc. je crois que dans les derniers Vibra Conflans, Si vous lisez le VAC, vous verrez, on vous explique ce qu'est une vélorue. C'est la mairie qui vient de découvrir le sujet. On se demande qui leur a soufflé l'idée. Donc merci à un vélo qui roule en tout cas pour ce combat qui est très important pour le bien-être de nous tous. Et on s'est fait un plaisir de pouvoir le relayer au conseil municipal. et j'avais porté un vœu qui m'était énormément à cœur, en plus en pleine canicule, au point qu'une des conseillères municipales de la majorité a fait un malaise dans la salle de conseil les mêmes jours. L'accès à l'eau potable. Ça a l'air anodin, mais l'effet que nous ayons des fontaines, que nous ayons des dispositifs qui permettent aux personnes de remplir leurs gourdes, d'avoir de l'eau potable en tout moment, en période de canicule. J'avais même proposé qu'on installe des fontaines à l'entrée et à la sortie des écoles maternelles et des écoles primaires, parce que c'est comme ça qu'on va apprendre aux nouvelles générations qu'on n'est pas obligé de porter une bouteille en plastique qui va finir dans les océans à chaque fois qu'on sort dans la rue. J'avais
avait porté ses vœux et que la mairie a rejeté parce que ils considéraient qu'ils avaient déjà fait ce qu'il fallait. Si mes souvenirs sont bons, il y a 2 points d'eau dans tous les quais de la Seine. Bref, ce qui montre que ces choses de la vie quotidienne est quelque chose qui n'est pas une priorité pour eux. Se déplacer d'une façon sûre avec des mobilités douces. Et les mobilités douces, il faut inclure aussi les piétons qui parfois devront marcher dans des trottoirs qui sont vraiment des casse-gueule, on peut dire. C'est quelque chose qui leur échappe complètement. Je trouve que c'est symptomatique. L'égalité homme-femme, la vie quotidienne, le développement se déplacer dans la vie d'une façon alternative, ça est quelque chose qui leur est étranger. Tout à fait. Mais on essaye, voilà, depuis un certain temps, en tant que conseillers municipaux, en tout cas de poser ces questions sur la place publique. Des fois c'est adopté et des fois, en tout cas, on a pu laisser trace dans la presse locale de certains combats. Voilà, cette question de l'eau, je sais que ça avait été relayé par la presse locale parce que c'est quand même vraiment aberrant à Conflans. 2 points d'eau, 6 points d'eau, je crois, pour 36 000 habitants. Sur lesquels il y a 2 et il y a 6 points d'eau, grosso modo. J'avais même fourni à la mairie la carte des points d'eau au cas où ils ne les avaient pas, quoi. Donc, et c'était en pleine canicule, la canicule de l'année dernière qui est terrible. Tout à fait. On veut aussi évoquer certaines interventions parce que quand je compte, on a fait, et là je compte seulement que les questions et les interventions, on va pas toutes les lister. Je me rends compte que j'avais été assez gourmand, mais qu'on a fait une vingtaine, trentaine, je pense quarantaine de questions et de vœux. Promis, on les compte et on vous donne après pour du vrai combien on en a fait. Oui. Mais certains sont assez symptomatiques aussi. Une question qui nous avait tenu à cœur, c'était celle de la santé avec le sport. Et le terrain de Fichot, par exemple, qui a été refait, il a été refait avec des microplastiques. En décembre 2022, d'ailleurs, on se souvient bien, moi je me promenais souvent là avec ma famille et je passais à côté du chantier et je sentais bien que ce chantier avait une odeur de plastique qui n'était pas très naturelle. Ça faisait pas l'air. Déjà, mes voies respiratoires, à ce moment-là, quand je suis en train de passer à côté du chantier, je pense qu'il n'y a pas un impact nul. Le fait est que ce terrain est là. Et en décembre 2022, j'avais interpellé la mairie en leur disant la presse, depuis un certain temps, dit que ces terrains-là sont passibles d'être rendus interdits par la Commission européenne, parce qu'il y avait un nouveau règlement avec une annexe précise qui interdit un certain nombre de microplastiques. Et je leur ai dit, ça va arriver. Anticipez, ne posez pas cette matière-là. Et ils ont répondu, non, à ce stade, aujourd'hui, c'est autorisé, donc on le fait, et tout le monde est très heureux comme ça. Effectivement, tout le monde est heureux de pouvoir pratiquer le sport sur un terrain, ça, on ne va pas du tout le démentir. Et les terrains artificiels, c'est quelque chose qui permet d'économiser de l'eau, ça on le reconnaît totalement. En revanche, il y a plein de communes pour éviter ce problème des microplastiques, qu'on fait des terrains en noyau d'olive ou en liège, ça coûte un petit peu plus cher, mais il y a beaucoup de villes qui mettent ces sous-là parce que c'est important pour la santé des sportifs. Enfin, imaginez un tacle glissé en foot, on respire directement des bouts de pneus, parce que concrètement c'est ça, hein, c'est des pneus qui sont recyclés. Et résultat, je les avais prévenus en décembre 2022, et en décembre 2023, un an plus tard, la Commission européenne interdit effectivement ce type de microplastique avec une clause qui se projette dans le temps, c'est-à-dire elle les interdit à partir de dans 4 ans, 5 ans, etc. Mais en tout cas, c'est rendu interdit, donc au bout d'un moment, il va falloir renouveler ce terrain. Et c'est qui de facto va coûter plus cher. Exactement. Donc là, c'est aussi assez symptomatique de la gestion parfois de cette ville par la municipalité en place. C'est on fait rapidement un chantier à moindre coût, ça permettra de traiter le problème, mais on ne sait pas poser la question du bien-être, de la prospective, voilà, gouverner c'est prévoir. Ouais. Et ça, c'est un mantra qu'on a pas mal répété dans l'ensemble de nos interventions.
Et nous avons porté beaucoup des souffrances des Conflanais. Nous avons porté les difficultés des habitants des Seine-et-Oise qui ont vécu un été d'enfer avec une pollution incroyable. Nous avons porté la souffrance des habitants des Findoises avec les bruits des Aropapos, du petit port en bas des Findoises. Nous avons porté les difficultés des habitants des Paul Brard lors de la construction et la rénovation des Paul Brard qui a été vraiment très, très difficile pour les habitants. Donc nous avons essayé de porter, à chaque fois que les habitants venaient nous voir pour nous dire il y a des choses qui ne vont pas, nous avons essayé de porter leurs difficultés. Et cette action a permis quand même de créer une atmosphère avec aussi des relais médiatiques parce que voilà, de manière objective, les médias peuvent aussi voir que c'est pas des situations acceptables et ça permet de faire avancer les choses. Si on n'est pas là pour pouvoir un petit peu pousser ces entre guillemets gueulantes, les sujets n'avanceraient pas de la même manière ou même n'avanceraient pas du tout. Mais on n'a pas fait qu'à râler, on a fait des propositions positives. À chaque fois, on ne construit pas. On doit accompagner les personnes qui sont en difficulté, mais on doit être force des propositions pour améliorer la vie des citoyens. Tout à fait. Allez, parmi les 30 ou 40, trouve-nous les 2 ou 3 que tu trouves les plus intéressantes. Je voulais peut-être revenir sur une proposition qu'on avait faite en mai 2023, de mettre en place un congé menstruel pour les agentes de la municipalité. Par exemple, à Saint-Ouen, il y a 2 jours de congé menstruel qui est autorisé pour les femmes qui ont des règles douloureuses ou qui ont des problèmes d'endométriose. Nous proposions déjà une première étape qui se fait dans certaines communes, c'est de couvrir le jour de carence pour règles douloureuses, qui aurait permis déjà d'apporter un peu plus de facilité dans la vie de ces femmes qui subissent une douleur physiologique parfois très très forte. Et il nous semble que c'est une des choses qu'on doit mettre en place pour arriver à l'égalité réelle dans les conditions de travail et notamment dans les collectivités. Nous avons aussi défendu le pouvoir d'achat des Conflanais. Vous vous souvenez, hein, en 2022, il y a eu la guerre en Ukraine qui commençait et il y a eu un choc d'inflation énorme avec l'énergie. On sait que la piscine, par exemple, avait été fermée par Vermarine, le délégataire de services publics, qui avait fait du chantage dans toute la France en fermant ses piscines, tant qu'on ne triplait pas le prix de l'électricité qu'on leur achetait. Oui, c'est ça qu'on leur couvrait. Et donc, ça montre bien aussi que certains services publics, quand on les délègue, on se dit « Ah, bah, je vais m'en laver les mains, j'aurai plus la responsabilité, ça me coûtera peut-être moins cher. » Et finalement, ça finit par coûter très cher. C'est comme souvent, comme ça que ça se passe. C'est mutualisation des pertes et privatisation des bénéfices. Donc, et nous avons fait des propositions pour le pouvoir d'achat et pour la rénovation énergétique, tant des logements publics comme des possibles aides aux particuliers. Exactement. Nous avions défendu l'idée d'une maison de pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui se fait dans plusieurs communes. Les communes en fait groupent leurs achats pour pouvoir obtenir des biens à prix réduit qui sont ensuite revendus aux citoyens de la ville et qui du coup peuvent les acheter à un prix plus réduit. Nous avons aussi défendu, et quelque chose que nous mettons dans notre programme pour mieux vivre Conflans, c'est une exonération de taxes foncières pour rénovation énergétique. Il y a beaucoup de communes qui appliquent ça et qui permettent aux habitants d'avoir une réduction de taxes foncières pendant 3 ans s'ils ont mis en œuvre un certain montant de rénovation énergétique dans leur logement, sachant que ce montant est complètement cumulable avec toutes les aides. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup les moyens mais qu'on paye une taxe foncière, mais qu'on peut du coup toucher des aides pour pouvoir faire cette rénovation énergétique, ces aides comptent. Et donc, si on atteint avec ces aides le montant nécessaire pour avoir son exonération, on est bien éligible à l'exonération. C'est une mesure en même temps de justice sociale et en même temps une mesure écologique que nous avons portée au conseil municipal, dont nous avons parlé en tribune VAC et que nous portons maintenant dans notre programme parce qu'on voit bien. Et c'est du gagnant-gagnant parce que les personnes qui réussiront à faire de la rénovation énergétique vont payer moins des charges énergétiques. Donc, on va petit à petit améliorer les pouvoirs d'achat des Conflanais. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as d'autres
points qu'on a évoqués auxquels tu tiens à cœur, parce qu'on ne peut pas parler Non, des je pense 40 ans. qu'on a bien couvert une bonne partie. On était aussi intervenu sur d'autres sujets comme l'école, l'éducation, la prévention spécialisée au Bois d'Aulne. Dernièrement, au dernier conseil municipal, on a fait un coup de projecteur sur une situation de chauffage particulièrement difficile dans une école avec les enfants dans une école maternelle à Conflans qui se retrouvaient avec 15 degrés effectifs dans la classe. On ne pouvait pas travailler dans ces conditions-là. Depuis, le nécessaire a été fait, mais là aussi, c'est notre rôle aussi de mouche du coche de pouvoir améliorer ces choses-là. Évidemment, si nous sommes élus, nous mettrons la rénovation énergétique des bâtiments et des bâtiments scolaires en priorité plutôt que des petites mesures palliatives. Là, on voit manifestement que c'est quelque chose à mettre à l'ordre du jour de rénovation de manière assez rapide. En tant qu'élu d'opposition, nous avons aussi travaillé hors du conseil municipal parce que nous sommes allés sur le terrain pendant toutes ces années pour prendre vos questions, pour prendre vos préoccupations pour la ville et ensuite les porter au conseil municipal. C'est en vous croisant sur les marchés, c'est en vous parlant sur les hypermarchés également que nous avons pu avoir connaissance de choses qui se passaient dans vos quartiers que nous n'aurions pas pu savoir autrement. Et nous avons participé aussi dans les réunions de concertation pour la place de la Liberté. Nous avons suivi toutes les concertations, c'était bien long. Et les réunions de quartier, et nous avons aussi organisé des manifestations en tant qu'élu d'opposition. On peut rappeler qu'on a fait 3 manifestations avec l'ensemble aussi des partenaires de gauche et progressistes. Une manifestation contre la réforme des retraites, qui est une réforme injuste, que en tant que parti de gauche nous continuons à combattre, en janvier 2023, qui avait rassemblé beaucoup de monde sur Conflans, beaucoup de monde qui n'était pas forcément engagé en politique, mais pour qui la coupe a été pleine à ce moment-là. Et je pense que c'était salutaire de faire cette manifestation. Si mes souvenirs sont bons, mais peut-être Guy pourra nous dire davantage, je crois que c'était la première manifestation en beaucoup d'années à Conflans, à ce niveau-là. À ce niveau-là, oui, il y a eu d'autres manifestations. Il y a eu des manifestations qui ont été organisées, d'ailleurs en partenariat avec les partis de gauche, la Ligue des droits de l'homme, etc. Bon, différents mouvements sociaux par le passé quand beaucoup de migrants tibétains et se retrouvaient à la rue en plein hiver à Conflans et on avait manifesté, on avait eu beaucoup de monde. Mais je pense que c'est c'était les dernières manifestations qu'il y avait eu et après c'est vrai que la suivante ça a été celle de la réforme des retraites. Nous avons marqué aussi notre attachement à la lutte contre la violence faite aux femmes. Nous avons réalisé 2 concentrations à Conflans parce qu'il nous semble fondamental. Et c'est une lutte que nous portons chevillée au corps. Tout à fait. En novembre 2023 et en novembre 2025, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que se passe la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Oui. Et puis, être dans l'opposition, élu d'opposition, c'est aussi écrire un certain nombre de tribunes dans le VAC. Ces fameuses tribunes à la fin où il y a un tout petit spot qui est réservé pour que les différents groupes municipaux et en particulier les groupes municipaux d'opposition puissent s'exprimer. Nous en avons écrit pas mal et nous avons mis des coups de projecteur sur des situations qui n'étaient pas forcément tenables. Des questions sur ton téléphone. Les questions, on ira voir les questions bien entendu. Oui. Nous avions fait une tribune par exemple pour dénoncer les débordements qu'il y avait eu notamment dans l'action un peu lourde de la police par rapport aux manifestations qu'il y avait à Jules Ferry contre la réforme des retraites. Et je crois que j'ai fait un euphémisme en disant ça. Nous avons aussi écrit une tribune sur la création potentielle d'une maison sport santé parce que nous trouvons que c'est quelque chose qui pourrait tout à fait avoir sa place à Conflans parce qu'on sait que le sport est une des meilleures manières de se soigner et c'est un enjeu permanent de lutter contre la sédentarité. On parle de ça en étant nous-mêmes assis, mais bien entendu. Et nous avons aussi fait une tribune sur le projet Carrefour Market, qui semblait absolument inacceptable en l'état, avec des hauteurs très élevées, avec une densité énorme. Ça, les services publics qui vont avec. Exactement. Et ce projet, nous avons bien entendu participé à créer une atmosphère avec bien entendu la mobilisation des riverains qui étaient particulièrement choqués et qui se sont opposés notamment dans les consultations publiques, etc. On va faire en sorte qu'au final, le maire doive refuser le permis de construire, ce qui fait que
voilà, cette, Nous la serons très situation. attentifs à la suite, Oui, parce que il est tout à fait probable que ce projet revienne d'une autre forme après les avec élections. Carrefour Market après les élections. Bon, je pense qu'on a un aperçu C'est un bon de grand ce qu'on tour, a pu faire dans les 2 ou 3 dernières années. Nous avions pensé commencer cet échange avec vous, que se voudra hebdomadaire, avec un sujet sur lequel souvent on n'attend pas la gauche, mais qui nous semble fondamental, celui de la sécurité. Et celui de la sécurité évoqué avec des axes un peu particuliers, parce que souvent on a des grands discours sur la sécurité et après il y a la vie quotidienne. Je porte bien mon travail à GPSO et la sécurité se décline tous les jours, se décline dans la ville. Nous avons évoqué avec certaines de nos camarades la difficulté que nous rencontrons dernièrement à Conflans avec des espaces absolument noirs, aucune lumière, et la nécessité, et nous allons réfléchir avec vous, la nécessité d'adapter la ville à la sécurité, en particulier des femmes, parce que il y a une façon de concevoir la ville qui permet de rendre la ville plus sûre. On ne dit pas avec ça que Conflans c'est pas une ville sûre, hein. Parce que Conflans est une ville dans laquelle il fait beau vivre et on se sent très à l'aise, mais on a l'obligation de rendre cette ville rassurante en plus des sûre. Donc le premier point qui est venu, c'est celui des Éclairage. non éclairés, dans lesquels on peut avoir quelqu'un qui est violent et qu'on ne voit pas venir, mais on peut tout simplement se casser la figure en marchant. Alors qu'il existe des solutions, il y a des villes qui ont installé un système qui permet, par détection de passage, que le réverbère s'allume à pleine puissance quand quelqu'un passe. Il redescend sa puissance dès que la personne n'est plus là. Ça permet de ne pas dépenser de l'électricité pour rien, mais au moins qu'il y ait un éclairage efficace quand il y a quelqu'un en dessous. Et il aurait fallu réfléchir à ça avant d'entamer les grands travaux sur Conflans. Parce que c'est une petite difficulté, on fait les travaux et après on réfléchit à comment on pourrait les améliorer. Donc là, chaque fois que GPSO renouvelle un trottoir, on va se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas, en même temps qu'on renouvelle tous ces bouts de trottoirs et on enfouit on en a vu au dernier conseil municipal, on enfouit les sous-ministres, on peut éventuellement réfléchir à comment rendre cette rue illuminée quand il y a des gens qui passent. Oui, exactement. De manière générale, il y a des communes qui sont très très en avance sur un urbanisme totalement respectueux des droits des femmes. Et ça implique une certaine forme d'ingénierie où quand il y a un tunnel, on fait en sorte que ce soit un tunnel sans angle mort, on fait en sorte qu'il y ait un certain type d'éclairage, justement l'éclairage est toujours la clé, hein. On dit en sécurité publique tout ce qui brille voit. Donc c'est extrêmement important de pouvoir se mettre dans la position des femmes qui peuvent emprunter à toute heure du jour et de la nuit ce passage. Et je pense qu'on n'est toujours pas dans une situation de société égalitaire si en tant qu'homme ou femme on se dit je peux faire ce trajet-là la nuit et je ne peux pas le faire quand je suis dans l'autre situation. Si je ne peux pas les faire et toi tu peux les faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, notre objectif, nous souhaiterions que dans 6 ans, on n'ait plus à se poser cette question. En tout cas, qu'on soit sur la voie de vraiment plus la poser en étant une femme à Conflans. Ça ne marche pas que pour les femmes, parce qu'on peut se faire taper dessus aussi si on est un homme. Bien sûr, il y a des questions de sécurité. Et c'est pour ça que... Tout le monde, la sécurité. La question... C'est pour ça que ce terme de sentiment d'insécurité, il faut le reconnaître aussi. Parce que si le sentiment fait qu'on est dissuadé de faire quelque chose, si le sentiment d'insécurité fait, c'est que c'est une réelle insécurité qui est vécue, qui est subie, et c'est une violence qui est subie pour les personnes qui du coup ne font pas ce qu'elles ont envie de faire. Même si factuellement, Conflans est une ville dans laquelle il fait beau vivre. Et ça c'est factuel. Mais les sentiments des personnes qui sont à Conflans, il faut l'entendre. Quand on parle de sécurité, le rôle d'un maire est d'assurer l'ordre public, la sécurité dans sa commune. Il est en lien permanent. Alors typiquement, ce que prévoit la loi, c'est que l'ensemble des condamnations pour délits, etc., lui remonte. Donc en fait, il a une vue constante du flux qui se passe
en termes d'action de la police, de sécurité. Il y a un conseil local de prévention de la délinquance et de sécurité qui est en place tous les ans et qui permet au maire de discuter des actions de sa police municipale, des sujets qu'il voit dans certains quartiers, avec la police nationale, avec la préfecture et avec aussi les associations qui sont engagées là-dedans. Il y a 2 grands concepts qu'il faut savoir, enfin 3 en sécurité, c'est la prévention sociale, parce que, et là c'est traiter les personnes, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes ne soient pas dans une situation qui les rend criminogènes ou en tout cas délinquants. Donc ça implique avoir des éducateurs. Malheureusement, on est dans un département qui a énormément réduit ses services, les a presque réduits à néant, on peut le dire, à part dans une commune qui n'est pas la nôtre, mais à Conflans, le département ne finance plus rien. Ça a dû être la mairie qui, au bout d'un moment, a financé quelques éducateurs après l'attentat contre Samuel Paty. Ça, c'est la prévention sociale. Ça nécessite, bien entendu, de faire confiance aux associations, de faire du conventionnement, de suivre très près cette question. De la présence humaine dans les quartiers, dans tous les T'as vu, quartiers. il y a une question, il y a un commentaire. Il y a un commentaire, oui, on a un commentaire qui dit que le détecteur des mouvements pour éclairer les rues permet d'atténuer la pollution lumineuse des nuits et Pour la faune et les rythmes biologiques, effectivement. Tout à fait. Voilà. Et il est précisé et aussi. il que c'est- existe ouais. à Morcourt À Morcourt, déjà. ouais. Voilà. Eh ben, bravo Morcourt. Donc voilà, c'est pas la peine de regarder si loin. Non, il ne faut pas aller très On loin. va pas regarder en Scandinavie ce qui est fait. Tout à Donc, fait. effectivement, la partie prévention sociale est fondamentale parce que nous devons, les machines ne peuvent pas remplacer l'homme. On peut investir tous les millions qu'on veut sur des caméras, des surveillances, on peut, mais rien ne remplacera la présence d'éducateurs, la présence des les liens sociaux dans tous les quartiers, pas que dans les immeubles, dans tous les quartiers pavillonnaires. Il faudra mettre de la présence aussi parce qu'il y a chaque fois plus de personnes seules qui ne voient personne et pourquoi pas envisager un système dans lequel on rend visite aux personnes qui sont seules. On a connu tous pendant la Covid la difficulté pour toutes les personnes qui étaient seules. Donc, la prévention sociale ne peut pas se faire sans la présence humaine. Imaginez qu'en ayant une brigade canine aux 200 000 caméras, on peut faire de la prévention dans cette ville. Ce n'est pas comprendre que c'est l'humain qui doit être placé au cœur du dispositif. Nous avions, à l'époque, avant 2014, il y avait sur Conflans une dizaine de travailleurs sociaux, d'éducateurs spécialisés qui travaillaient sur la ville. Depuis 2014, du fait, c'est pas du fait de la mairie, du fait de l'État, du département, etc., les subventions pour ce type de services ont énormément baissé et les associations donc, qui géraient donc, les éducateurs de rue ont disparu pour la plupart et du fait de manque de subventions. Oui. Actuellement, je crois qu'il y a Je plus crois que qu'il y a un ou deux, je crois, un un ou ou deux éducateurs à Conflans Oui. sur une ville de 30, combien 37 000 37 000. ça leur fait du boulot, quoi. Si, Oui. même si les 37 000 n'ont pas besoin d'un éducateur. Non. Mais quand même. Non, mais l'important, c'est qu'on doit concevoir la prévention en mettant l'humain au centre du dispositif. Tout à fait. On ne peut pas imaginer que l'intelligence artificielle, les caméras, les chiens feront la différence. C'est de l'humain qu'il faut mettre. Il faut mettre des éducateurs des jeunesses, il faut mettre des accompagnateurs sociaux au cœur du dispositif. Il faut dire qu'un éducateur de rue, tout le monde ne sait pas quel est son travail. En fait, son travail, c'est d'être dans la rue. L'éducateur spécialisé, il n'a pas le droit d'être au bureau. Dans son contrat de travail, il est prévu qu'il doit être toute la journée au contact de la population. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude de parler avec les gens, et désamorcer les conflits. Et de désamorcer les conflits, parler, essayer d'aider, et puis orienter, proposer des solutions à des jeunes qui sont parfois en errance. Oui, et j'ajouterais qu'on a des personnels municipaux qui est... municipaux ou municipaux? Municipaux. Des personnels municipaux d'une grande qualité. Donc, on a des quoi faire. Il faut la volonté politique de les faire, en réalité. Il faut ça.
Et l'humain est aussi au cœur du deuxième grand pôle de sécurité, qui est la prévention, on dit situationnelle. Et en fait, c'est-à-dire comment on fait en sorte de faire une ville qui, dans la manière dont elle est faite, elle est sûre. C'est-à-dire pas qu'elle est bardée de barrières, de hérissée de pics, etc. C'est simplement comment on fait une rue dans laquelle c'est vivant, dans laquelle on a envie de venir, dans laquelle on se parle, dans laquelle on se croise, on se dit bonjour en tant que voisin. Comment on fait ce lien social qui est aussi un contrôle social et qui permet, si quelqu'un commence à faire des bêtises, le voisin va reconnaître que la personne fait des bêtises et donc ça permet de dissuader. Nous raconter comment elle a engueulé les jeunes quand elle faisait des bêtises, ils arrêtaient de les faire. Voilà. Il y a Edouard qui nous dit bonsoir, sensibiliser la police municipale à l'accueil des plaignantes. Effectivement. Oui, absolument. Effectivement, il y a un grand travail. Il y a des dispositifs qui fonctionnent très bien aussi. Il y a les dispositifs Flora. À la police nationale, il y a un dispositif particulier destiné à l'accueil des femmes victimes de violences. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec des personnes pleines de bonnes volontés, des volontés de bien faire, mais il faut former en continu toutes les personnes qui sont face aux victimes pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions, effectivement. Exactement. Et dans ce que tu appelles la prévention situationnelle, ça elle l'a fait pour que j'arrive pas à le dire, la formation situationnelle, ces espaces, ces tiers-lieux dans lesquels les gens se rencontrent, ces tiers-lieux dans lesquels les gens se parlent, quand les gens se parlent, les gens se rencontrent, les gens se connaissent, il y a moins de violence. Oui. C'est évident. Ceux qui nous font peur, c'est ceux que nous ne connaissons pas. Si nous arrivons à mieux nous connaître, à mieux échanger, à mieux nous aider aussi, parce que parfois, ces moments d'échange permettent de revitaliser à nouveau. C'est que les voisins avant, ils se souvenaient, ils se connaissaient, ils se parlaient. Oui. Voilà. Pour que nous ne devenions pas une ville dortoir. Parce que ça, c'est très important. Une ville dans laquelle on part au travail les matins et on rentre les soirs pour se coucher, c'est tout. C'est une ville qui, à la longue, va générer de la violence puisqu'on ne vit pas dedans, on fait que dormir. Et c'était derrière, par exemple, la proposition que nous avions faite un certain temps de créer un jardin partagé, par exemple, dans le quartier des Roches. Le quartier des Roches, c'est un quartier qui est plutôt périphérique dans Conflans, qui est sur les limites, et dans lequel il y a beaucoup de logements. Et peut y avoir parfois des situations de petits délits, il peut y avoir des situations aussi il faut le dire, dans notre ville, il y a des points de trafic. Comme dans toutes les villes. Oui, mais c'est un problème national, mais quand même on voit aussi à l'échelle de notre commune que ça se produit de plus en plus. Donc il y a un arsenal policier et judiciaire qui a été un peu renforcé au niveau légal, avec des possibilités de prendre des arrêtés, par exemple, anti-regroupement, mais ça, il faut que ce soit des choses qui soient très proportionnées et des choses qui soient vraiment basées sur le fait qu'on a dit à un endroit précis, pendant une certaine heure, des personnes se regroupent parce que c'est un point de deal, il n'y a plus le droit de se regrouper. C'est un outil que doit pouvoir considérer le maire dans certaines situations. Dans le respect des libertés individuelles, dans le respect des libertés collectives, parce qu'on ne sacrifiera pas les libertés collectives et les libertés individuelles au nom d'une certaine vision de la répression et de la sécurité. Oui, sachant qu'il y a aussi un enjeu de santé publique, parce que moi j'avais parlé quand j'étais intervenu à la radio de Cergy récemment sur la question du protoxyde d'azote. On les voit, ces grosses bonbonnes qui servent en fait à faire, je crois, de la chantilly. Le gaz qu'il y a à l'intérieur de la chantilly, c'est du gaz hilarant en fait. C'est le gaz qu'on utilisait à une certaine époque pour anesthésier. Et en fait, il permet de planer et c'est quelque chose qui détruit le cerveau des jeunes et des moins jeunes aussi qui peuvent l'utiliser. Donc c'est un grave problème de santé publique. Les communes sont en capacité de prendre des arrêtés pour interdire la détention, en tout cas verbaliser la détention, le fait d'en avoir sur soi. Normalement, c'est quelque chose qui devrait être utilisé que par des restaurateurs, en fait, ou des professionnels ou de la des gens qui restauration. adorent la chantilly. Et qui tiennent absolument à faire leur chantilly elles-mêmes. Voilà. Dans la rue. Et en grande quantité, parce qu'il y a des bonbonnes d'un litre. Mais on en rigole un peu, mais c'est un sujet énorme en France et il existe des possibilités de prendre des arrêtés sur ces questions-là et c'est des choses que nous regardons. Et ces arrêtés
compléteront la prévention faite avec des personnes auparavant. Donc, c'est des mesures qui se complètent. On ne fait pas que des arrêtés Pour de la répression, coercitifs, ouais. on fait des arrêtés coercitifs, mais avant, il y a tout un travail sur les quartiers, sur les différents quartiers de la ville, pour travailler pour que ça ne se produise pas. Exactement. Vera nous dit que le lien social réduit l'insécurité. C'est évident. C'est évident. Tout à fait. Enfin, il y a encore d'autres éléments de sécurité dont on souhaitait parler. Par exemple, la sécurité de nos enfants dans nos écoles. Parce que nos écoles sont des espaces sûrs, bien entendu, mais elles ne peuvent être sûres que s'il y a les moyens nécessaires et s'il y a l'environnement autour qui les met pas en risque, les enfants, tout comme même les parents ou les personnels éducatifs. Je pense qu'il y a une question de sécurisation des alentours des écoles. On a encore beaucoup d'écoles à Conflans qui n'ont pas forcément la protection nécessaire et qui sont directement sur la rue. Et il peut y avoir une voiture qui passe. Alors, il y a plusieurs solutions à cela. On peut se dire, on peut faire en sorte qu'on ait une ville 30 ou en tout cas qu'on ait beaucoup plus de passages dans lesquels c'est limité à 30 km/h. Mais même à 30 km/h, ça peut faire des dégâts. Si un enfant est percuté ou tout être humain est percuté. Il y a des mairies, excuse-moi, il y a la mairie des Montrecours, la rue de la sortie de l'école, elle est fermée de 16h15 à 16h45. Voilà. Tout court. Voilà, la rue école. Partout, mais bon. Tu dois faire un détour, Ouais, mais ouais. tu es prêt à accepter que tu dois faire un détour pour la sécurité des enfants. Exactement. Et ensuite, il y a la question aussi de la sécurité, je dirais, mentale des élèves. Vivre en sécurité, c'est aussi être à l'abri du harcèlement scolaire. C'est une problématique qui nous tient particulièrement à cœur. On avait fait des communications sur ce sujet. Et certaines communes, en bonne intelligence, bien entendu, avec l'éducation nationale, les personnels éducatifs, peuvent mettre en place des petits cursus, des petites formations complémentaires pour éduquer à l'usage des écrans les enfants. Il y a certaines communes qui délivrent un permis Internet, par exemple, qui, en complément de l'action de l'éducation nationale, peut les faire en sorte qu'ils sont armés en fait face à ces réseaux sociaux qui viennent les envahir à toute heure du jour et de la nuit. Nous on est des adultes constitués et malgré ça on sait très bien que les réseaux sociaux sont quelque chose d'assez envahissant, on les utilise beaucoup dans le cadre de cette campagne, on est peut-être aussi un peu en train de vous envahir, on espère, pas de manière nocive, mais dans le cadre de ce live, c'est quelque chose qui est dans nos vies, c'est quelque chose qui vient transformer aussi notre cerveau parce que ça fait appel à des algorithmes, ça fait appel à des pulsions, ça fait appel à des circuits de récompense et sur des cerveaux en formation que sont les cerveaux des enfants, des jeunes, ça peut être délétère si c'est mal utilisé. Donc il est important d'éduquer à cela. On est vraiment sur quelque chose de fondamental parce que la santé mentale se dégrade à vitesse grand V chez les jeunes et nous voulons prendre ça à bras le corps et la commune a moyen de faire des formations, de compléter l'action. Parce que effectivement, on peut travailler un volet de prévention dans la période périscolaire qui est propre à la commune, bien entendu en parfaite coordination avec les personnels de l'éducation nationale, coordination qui se fait naturellement, les équipes, on a des équipes, on a une chance inouïe avec les équipes éducatives des écoles, des collèges, des lycées conflanés, mais la mairie peut apporter dans cette période périscolaire avec une volonté d'une périscolarité active, peut travailler la prévention, peut travailler la prévention dans les domaines Internet, peut travailler la prévention dans des tas d'autres domaines, sur les conduites alimentaires. Il y a énormément de sujets. Pour ça, il faudra investir dans la formation des agents qui travaillent dans les périodes scolaires, une formation continue, des qualités, une rémunération juste pour garder des agents qui sont bien formés et qui feront le travail bien et avec tous les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Et ça, c'est une compétence de la mairie qu'on peut développer. Regarde une petite question sur Fandoise. Alors, Fandoise est un quartier résidentiel très agréable et pourtant sans vitalité. Sans commerce de proximité, avec très peu d'occasions ou d'espace pour les habitants de se retrouver et communiquer. Un quartier dortoir, donc
alors qu'il est les lieux d'accès privilégiés pour rejoindre Paris, Cergy et C'est déjà une description Voilà. assez fidèle. oui, en fait, on a beaucoup réfléchi, justement, avec des habitants du quartier, à la nécessité de créer, comment tu avais appelé ça, des quartiers-villages. Ouais. Des quartiers dans lesquels on puisse, en fait, les centres-villes, Maurice Berthaud, les quais sont merveilleux. Maintenant, c'est joli, Bien. objectivement. Oui. On peut au moins aller sur les trottoirs des Maurice Oui, Berthaud avec une poussette sans tomber. Donc, c'est déjà très bien. On aurait préféré un peu plus de verre, mais bon. Ça va bien. Ça va venir peut-être. Mais si on arrive, l'idée, tu l'avais exprimé, je m'en souviens, avec une phrase, on peut venir au centre-ville, mais on peut ne pas venir au centre-ville et faire toute une vie dans le quartier. Et il faudra qu'on réfléchisse, mais on ne va pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, parce que imaginez qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire dans tous les quartiers, c'est d'un prétentieux incroyable. On va écouter les habitants du quartier et ensemble, on va co-construire avec les habitants du quartier qu'est-ce qu'il faut à chaque quartier pour qu'il devienne un quartier-village, un quartier dans lequel tu peux acheter ta baguette de pain. Il y a un tiers-lieu dans lequel on peut se rencontrer, on peut faire des activités. Les maisons des quartiers qui ont été un lieu magnifique de travail pour Conflans, les merveilleux des Conflans, on les doit aussi aux maisons des quartiers, au travail des bénévoles qui font un travail incroyable. Mais là, peut-être, il faut penser les quartiers du 21e siècle. Ouais, oui. D'ailleurs, pour parler des quartiers, des maisons de quartier, justement, on en parlait hier soir, ce qui serait bien, parce que les comités de quartier sont des associations, loi 1901, qui permettent de gérer des locaux municipaux et de permettre à des associations d'être hébergées et d'apporter donc des services, de proposer des activités, etc. Et puis même le comité peut aussi lui-même proposer des activités de lui-même. Mais je pense que l'idéal, ce serait qu'en plus de cette liberté d'association qu'il y a dans ces comités, il pourrait y avoir une cellule qui soit plus en rapport avec la démocratie, qui sont les conseils de quartier. Oui. Et dans chaque maison de quartier, il devrait y avoir un conseil de quartier qui, en fait, est composé de gens nommés Au tirage au sort, sort, par exemple, une fois par an. Et ça permettrait déjà de pouvoir mieux remonter du quartier vers la mairie les nécessités de modification, Et de dans l'autre transformation. sens aussi. Et ces comités de quartier doivent être dotés, parce qu'ils Et ne oui, doivent pas aussi. faire que décider, ils doivent aussi avoir certaines ressoutes pour pouvoir mettre en Les conseils, exécution ce qu'ils décident. Les conseils. Les Donc, conseils, pas les comités, les conseils. Oui, oui, je dis les conseils. Mais t'as fait les comités de quartier ont leurs propres ressources en tant Oui, ils ont leurs qu'association, propres ils ont des ressources qui sont subventionnements associées. avec la mairie, bien entendu. Mais le Absolument. conseil de quartier, ce serait une nouvelle émanation à côté qui permettrait à tous les citoyens du quartier de décider de l'aménagement qu'ils ont envie de faire au coin de leur rue pour améliorer voilà, les alentours des écoles, la circulation, etc. Et ça se ferait avec un certain budget. Ah oui. Un budget participatif, comme on l'a dit. Il y a un budget participatif qui a été mis en place à Conflans. C'était une bonne première initiative de la part de la majorité en place. Mais nous souhaitons vraiment décentraliser Conflans, faire en sorte que tous les quartiers puissent bénéficier de ce budget. C'est quand même un peu frustrant de se dire qu'on peut décider d'un projet en gagnant un concours de popularité tous les 2 ans qui ne servira qu'à un point précis de Conflans, alors qu'il y a tant de choses à faire et qu'il suffit juste de demander aux habitants et de confier des ressources qui ne sont pas astronomiques pour qu'ils améliorent un tout petit peu leur cadre de vie dans leur quartier. Ça nous semble évident qu'il faut passer à l'étape suivante de la démocratie locale à Conflans. Et je pense que ça a été un peu le fil rouge de notre intervention. Et ça peut être aussi un outil politique dans l'essence noble du terme majeur. On est dans un moment, dans un contexte très difficile. Donc, il faut redonner aux citoyens la possibilité de gérer la cité. Et gérer la cité ne peut pas se faire à 37 000, doit se faire à l'échelle des quartiers, avec des citoyens, en incitant les citoyens à prendre sa part de responsabilité dans la cité. On parlait tout à l'heure de commerce qui manque évidemment, comme sur Fadois, c'est vrai qu'il y a très peu de commerce.
Et il ne faut pas non plus qu'on fasse un vœu pieux en disant on va mettre des commerces partout dans la ville. Non. Que je suis un ancien commerçant et je sais aussi comment fonctionne un commerce. Et pour qu'il fonctionne, Il faut que les modèles économiques tiennent. Il faut que le modèle économique tienne, absolument. Il faut qu'il y ait suffisamment de recettes pour que le commerce soit viable. C'est pas toujours évident, mais pourquoi la mairie, la municipalité dont on rêve ne créerait pas un espace, une sorte de marché couvert, une sorte un local suffisamment spacieux de manière à y mettre des box permettant à des commerçants de la ville d'avoir un dépôt. Il pourrait y avoir un dépôt de pain, il pourrait y avoir une petite boutique d'alimentation, de différents métiers. Décentraliser ces commerces. Qui permettrait d'apporter aux commerçants des autres quartiers déjà un surcroît de bénéfices. Oui. Bien sûr, il faudrait, ça les obligera à embaucher peut-être quelqu'un, mais au contraire, c'est très bien. Très bien. Très bien. Et voilà, de manière à pouvoir. Et puis en plus, il y a certains commerces qui ont besoin, par exemple, nous on était dans le pressing. Un pressing, il peut avoir un dépôt, et un endroit où on dépose les vêtements, où on les reprend. Dans ce local, il pourrait aussi y avoir un petit dépôt, avec une personne chargée de prendre et rendre, ce qui apporterait du travail supplémentaire, du volume supplémentaire au commerce du travail local, à quelqu'un et de la vie dans les quartiers. sans multiplier les commerces, parce que on construit des maisons, on met des locaux commerciaux en dessous toutes les maisons qu'on construit. On ne se pose pas la question de savoir si le commerce qui va être là-dedans, s'il va gagner sa vie, s'il doit rester un an et puis faire faillite au bout d'un an, c'est pas la peine. Quoi. Et c'est une vraie question de s'adapter aussi aux nouveaux usages de consommation. C'est-à-dire que beaucoup de gens, enfin, si on demande aux Conflanais, qu'on fait un sondage, vous avez envie d'acheter Conflanais pour aider le commerce local, ils vont dire à 90%, oui, je veux qu'il y ait Il y en des a boutiques qui certains qui vivent. les mettent dans son frigo. Voilà, bien sûr, bah oui, comme moi. Mais c'est des personnes qui sont pas forcément disponibles pour être aux horaires d'ouverture des commerces. Ouais. C'est des personnes qui souhaitent aussi pouvoir faire des commandes, je dirais, à toute heure du jour et de la nuit. Il faudrait qu'on puisse trouver un moyen de traiter aussi ces commandes-là et accéder à ces commerces par des dépôts. C'est une très très bonne solution, bien sûr. Mettre en place peut-être du click and collect, comme ça avait été fait au temps du Covid. Il y a beaucoup de communes qui ont réussi à aider leur commerce de cette manière-là. Il est temps, je pense, vu qu'on a un problème récurrent de stabilité des commerces à Conflans, de faire ce pas supplémentaire pour leur venir en aide vraiment opérationnellement. Parce qu'après, faire le commerce, en effet, comme tu dis, ils savent eux-mêmes. On ne va pas inventer un commerce à leur place. Non. Mais en revanche, faire un écosystème pour que ce soit beaucoup plus facile de faire du commerce à Conflans et tout le monde s'en portera beaucoup mieux parce que tout le monde achètera local, en plus ce sera écologique, ça fera de l'emploi local. Ça, on peut le faire. La commune, elle doit faciliter, elle doit expérimenter. Mais ces projets doivent être discutés avec toutes les parties prenantes, avec les habitants du quartier, les commerçants et la mairie. Ça peut intéresser tous les métiers. Mais du ça ne cordonnier doit au pas être boulanger, quelque en chose passant de par- descendant. Ça doit être toutes quelque les- chose de discuté. Nous ne venons pas à la mairie avec toutes les idées ficelées. Non, nous lançons les projets, discutons quartier par quartier, parce que chaque quartier a sa particularité. Qu'est-ce qui est le mieux pour ces quartiers? Pour certains quartiers, ça va être un tiers-lieu. Pour d'autres, ça sera une consigne. Pour d'autres, et discutons-le avec toutes les parties prenantes. Ouais. Et Je ne sais pas combien de temps ça fait Ça qu'on fait parle. longtemps. 1h06. Ça fait 1 heure. Alors, je pense que même si on pourrait parler toute la nuit, parce qu'on est des bavards déjà et passionnés, je pense que ça serait sage qu'on donne rendez-vous à dimanche prochain. Bien entendu. Encore merci pour vos questions, vos interventions. On espère que cet exercice a été intéressant pour vous. Donc on le renouvellera, on parlera d'autres thèmes de notre programme et de nos priorités la semaine prochaine. Et il ne me reste qu'à souhaiter bonne fin de week-end et bon courage pour la semaine qui commence. Et vous pouvez continuer, si vous le voulez, à remplir le questionnaire citoyen qui est en ligne. Et Dans les liens. on va remettre le lien à nouveau sur la page pour que vous puissiez cliquer dessus et pouvoir le remplir. Et moi, je ne peux pas clôturer cette séance sans rendre hommage à tous les travaux qui ont fait nos prédécesseurs, Pascal Desnoyers notamment, qui était avant nous, et vous transmettre nos meilleurs vœux des santé, des prospérités, des progrès et du bonheur, parce qu'il faut qu'on arrive à construire une ville
dans lesquelles on soit encore plus heureux de ce qu'on est maintenant, parce que c'est une ville dans laquelle on est très bien, mais on peut encore faire mieux. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir.